Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce lundi 27 juillet, c'est l'émission numéro 34 de Boisvert Radio. Je commence l'émission en vous disant que j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. De mon côté, j'ai arbitré 17 parties à un tournoi de hockey aux Trois Glaces. Une fin de semaine très occupée, mais c'était tous des bons matchs de hockey, là, tous très plaisants à arbitrer. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous en avez profité malgré qu'on a eu droit à un dimanche là plutôt pluvieux. C'est ça, je vous souhaite aussi une belle semaine. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, pour commencer l'actualité sportive, comme à chaque émission, je vous parle aujourd'hui du match de l'Impact de Montréal samedi dans le cadre du tournoi MLS is Back. Je vous parle aussi des Coyotes de l'Arizona et d'une décision surprenante là, en ce qui a trait à leur directeur général et aussi d'une décision là, très applaudie et très soutenue là, de Laurent Duvernay-Tardif. À l'entrevue aujourd'hui, on recevra Yann Félix Lapointe. Yann Félix est un joueur de hockey qui a joué 4 saisons dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec le Phoenix de Sherbrooke et l'Armada de Blainville-Boisbriand et qui jouera l'an prochain dans le circuit universitaire canadien avec l'Université de Moncton. Donc ça va être très intéressant de jaser avec lui. Et vers la fin de l'émission, là, je vous parle de mes invités de la semaine. En musique, aujourd'hui, c'est le lundi québécois. Donc, vous pourrez entendre du Ludovic Bourgeois et du Vilain Pingouin. Impact Orlando, samedi soir dans le tournoi MLS is Back, match de 8e de finale. Match très, très important. Voici le résumé de la rencontre. En première mi-temps, les Lions sortent très fort. Là. L'équipe locale a vraiment dominé la première mi-temps et a eu quelques bonnes chances de marquer. Donc, première mi-temps là, très atroce pour l'Impact de Montréal. Une chance que Clément Diop a été plutôt solide dans les filets, là, réalisant entre autres quelques arrêts. Et l'Impact là, a eu sa meilleure chance de marquer provenant de la tête de Samuel Piette. Mais le Québécois a raté la cible et n'a pas raté la cible, a envoyé le ballon là, directement dans les mains là, du gardien Pablo Gallese. Donc Samuel Piette, je vous le rappelle, qui est toujours à la recherche de son premier but dans la MLS. Donc on sait que c'est un milieu de terrain défensif, donc c'est pas un joueur auquel on s'attend de marquer des buts, mais il serait temps. Et en deuxième mi-temps, à la 60e minute, bête erreur là, de Rod Fanny qui envoie le ballon vers le gardien Clément Diop. Mais bien évidemment, là, il y a eu un clair manque de communication entre ces deux joueurs. Car Diop n'a presque pas touché au ballon là, après s'être jeté à terre pour essayer de le récupérer. Et l'attaquant canadien de Orlando, Tesho Akindele, n'a dû que courir derrière le gardien Diop et récupérer un ballon libre pour le pousser là, dans un filet abandonné. Donc ça c'était le but du 1-0 pour Orlando. Thierry Henry là, il est allé de quelques changements, faisant entrer entre autres là, Maxi Urruti, Lassi Lapalainen, mais ces changements-là n'ont pas marché. Puisque justement là, Orlando a réussi à garder cette avance de un but. L'attaquant Romel Kyoto a quand même eu une belle chance de marquer de la tête vers la fin de la rencontre, là, mais le ballon est allé légèrement là, à côté du filet. Donc, marque finale 1-0 pour Orlando. Cela signifie que l'Impact de Montréal est maintenant éliminé du tournoi MLS is Back et que l'équipe de Orlando est maintenant encore de finale. Pour la suite, l'Impact de Montréal, il n'y a rien de ciel quant au retour de la MLS à la suite du tournoi, de la reprise dans le fond de la saison régulière. On parle d'un possible retour à la normale, donc c'est-à-dire des matchs là, à travers le Canada et les États-Unis, tout dépendamment de la région, là, dans un stade vide ou avec une capacité restreinte. Mais une autre possibilité qui a été évoquée, c'est des matchs intercanadiens. Donc des matchs de l'Impact de Montréal là, contre le Toronto FC et contre les Whitecaps de Vancouver.
Pourquoi on propose ça plutôt qu'une saison normale? C'est vraiment là, la réticence du gouvernement du Canada à accepter que des athlètes, comme ce fut le cas là, par exemple avec le baseball majeur, comme la réticence de permettre aux athlètes de ne pas observer une quarantaine de 14 jours avant leur arrivée au pays. Donc, ça ferait en sorte que les équipes américaines ne pourraient pas traverser la frontière du Canada puis jouer leur match, par exemple, la journée même. Ils devraient s'isoler pendant 14 jours, ce qui est pour un calendrier d'une saison de soccer pratiquement impossible. Donc, jusqu'à temps que cette règle soit assouplie par le gouvernement du Canada, la règle du 14 jours obligatoire d'isolement avant d'intégrer la société, ça ferait en sorte que euh, avant que cette mesure-là soit assouplie, ça rend quasiment impossible des matchs de l'Impact de Montréal contre des équipes américaines dans la MLS. Donc, où le championnat canadien pourrait avoir lieu. Mais on attendrait vraiment là, un retour encore plus à la normale des mesures là, quant au voyage avant de disputer des matchs. Il n'y a rien d'officiel. Il y a rien d'officiel. Mais c'est quelque chose là, qu'on peut prévoir là, vis-à-vis là, de la décision d'Ottawa en ce qui a trait aux Blue Jays de Toronto. Je parle maintenant de John Chayka. Je me rappelle là, quand j'écrivais pour le site Hockey TV, j'écrivais sur l'arrivée de John Chayka en Arizona. Et là, je disais à quel point que le fait que les Coyotes embauchent Chayka comme directeur général, ça allait changer le monde du hockey. Pourquoi? Parce que John Chayka, c'est un fanatique des statistiques avancées. Je pensais qu'il allait vraiment révolutionner le hockey et la façon de gérer une équipe de hockey. Là. Un peu comme l'équivalent là, du film Moneyball, là, ceux qui l'ont vu. Au lieu de donner un montant d'argent plus restreint à des joueurs en fonction de ce qu'il va leur apporter, mais vraiment de mettre en valeur ce que le joueur en question justement apporterait à l'équipe. Donc, et de plus, le John Chayka, à l'époque de son arrivée en Arizona, avait 26 ans, ce qui faisait de lui là, le plus jeune directeur général de l'histoire d'une équipe de la Ligue nationale. Donc, dans l'article que j'ai écrit à l'époque pour Hockey TV, je pensais là, que vraiment l'arrivée de Chayka allait révolutionner le monde du hockey. Et je me rappelle, j'avais même écrit un autre article après là, sur les statistiques avancées pour vous permettre là, de mieux comprendre sur quoi se base John Chayka pour ses décisions. 4 ans plus tard, le 26 juillet 2020, les Coyotes ont annoncé que Chayka avait quitté son poste de directeur général des Coyotes de l'Arizona, mettant fin au contrat. Donc, l'histoire est assez épineuse et difficile à comprendre, mais je vais faire du mieux que je peux. Donc, il faut savoir que les Coyotes de l'Arizona, récemment, ils ont eu un nouveau propriétaire de l'équipe qui s'appelle Alex Meruelo. Ils ont également nommé un nouveau président de l'équipe qui s'appelle Xavier Gutiérrez. Faut savoir que Meruelo avait offert à John Chayka une prolongation de contrat. Parce que John Chayka avait fait quelques bons coups, là, comme par exemple l'arrivée de Phil Kessel avec l'équipe, l'arrivée aussi de Taylor Hall avec l'équipe, et aussi le développement de bons jeunes là, tels que Clayton Keller ou Jacob Chikrin ou Barrett Eaton, leur développement de joueurs allait bien. Donc, les Coyotes n'avaient aucune raison vraiment de congédier John Chayka. Toutefois, récemment, John Chayka aurait demandé à la direction des Coyotes, donc à Alex Meruelo, nouveau propriétaire de l'équipe, s'il pouvait occuper un autre emploi que celui de directeur général des Coyotes de l'Arizona, qui n'était pas lié au hockey et à la LNH. Parce qu'il faut savoir aussi que Chayka, c'est un homme d'affaires et également c'est un passionné de baseball. Donc, Meruelo aurait ensuite découvert que Chayka lui aurait menti sur la nature même là, de cet autre emploi, et ça serait que une autre équipe de la LNH l'aurait approché pour
pour être directeur général de l'équipe. Présentement, les Sabres de Buffalo sont la seule équipe qui n'ont pas de directeur général nommé. Ou tout simplement, ça aurait pu être là, un autre poste dans une autre équipe de la Ligue nationale de hockey. Donc Meruelo aurait découvert ça. Et ensuite, là, les relations entre Chaika et la direction ont continué de se détériorer dans les derniers temps. Et même, Meruelo, avec le président Gutiérrez, sont allés manger là, avec Taylor Hall, justement joueur vedette de l'équipe, pour parler de sa nouvelle prolongation de contrat. Hall là, est un joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Donc, il doit négocier avec les Coyotes de l'Arizona un nouveau contrat là, si, bien évidemment, les deux parties sont intéressées à prolonger l'aventure. Et à ce dîner, selon le Arizona Republic, John Chaika n'était pas présent. Donc, les personnes là, qui étaient à ce dîner, là, c'était Meruelo, le président, le propriétaire Meruelo, le président Gutiérrez, Taylor Hall et sûrement l'agent de joueur également de Taylor Hall. Donc, tout ça, les relations entre Chaika et la direction ont continué de se détériorer. Donc, Chaika, lui, pour occuper justement cet emploi, on ne sait pas si c'est cet autre emploi qu'on ne sait toujours pas c'est quoi. Chaika va nous en reparler, va donner là, une explication plus complète que pour utiliser ces mots là, dans un avenir rapproché. Mais c'est ça fait en sorte que justement, ils voulaient à tout prix occuper ce nouvel emploi-là. On ne sait pas si c'est dans une autre équipe de la LNH ou si c'est dans un autre domaine. Mais les Chaika, justement Meruelo et Gutiérrez voulaient garder Chaika pour au moins là, le reste de la saison parce que les Coyotes vont affronter là, les Prédateurs de Nashville à Edmonton. Donc, ils trouvaient ça trop bizarre là, que le directeur général parte avant même les séries. Donc, Meruelo et Gutiérrez voulaient garder Chaika et rediscuter de ce nouvel emploi-là plus tard. Mais Chaika aurait décidé de forcer son départ, entre autres en refusant les tests de dépistage de la COVID-19. Donc ça l'a obligé à Meruelo de mettre fin là, au contrat de Chaika. Donc, au final, ce qu'on retient, là, le bilan de l'expérience de Chaika avec les Coyotes, c'est un très mauvais bilan. Parce qu'on pensait là, que les Coyotes et la LNH pourraient être révolutionnés par les statistiques avancées qui étaient là, ce domaine qui était amené là, par Chaika dans la ligue. Et de plus, l'aspect jeunesse aussi du directeur général. Les Coyotes et la LNH n'en gardent pas une très belle expérience avec Chaika. Et d'autant plus que Chaika et les Coyotes ne se quittent pas en bons termes, car les Coyotes considèrent Chaika comme un menteur et comme un gars là, qui essaie vraiment de forcer son départ avant même le début des séries. Donc voilà, c'est une situation avec laquelle les Coyotes vont devoir vivre pour les séries à Edmonton. Mais toutefois, là, ils ont nommé une très belle tête de hockey, une très bonne tête de hockey, là, comme directeur général par intérim. Il s'agit de Steve Sullivan. Steve Sullivan, qui est un ancien joueur de la LNH, qui a joué 16 saisons dans la Grande Ligue et qui a terminé sa carrière de joueur avec les Coyotes. Sullivan, de plus, était directeur général adjoint de John Chaika, donc les deux hommes se connaissaient bien. Et suite au départ de Chaika, c'est Sullivan qui prend les rênes de l'équipe par intérim. Parlant de la LNH, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Aucun nouveau cas positif a été détecté dans la dernière semaine. Donc, ça, en combinant les 2 semaines de la phase 3, ça fait en sorte qu'il y en a seulement eu 2 dans toute la phase 3. Donc, presque aucun joueur de la LNH là, actif a la COVID-19, ce qui est une excellente nouvelle, puisque hier, les équipes se sont déplacées là, vers leur bulle, vers soit Toronto ou vers Edmonton, pour vivre justement dans la bulle créée par la LNH. Et c'est une excellente nouvelle, considérant que le hockey commence officiellement demain avec des matchs hors concours et samedi avec le début de la ronde qualificative. Dernière nouvelle de la journée, je vous parle de la NFL et de Laurent Duvernay-Tardif. Donc, vous savez sûrement c'est qui, mais je vais faire un bref rappel. Laurent Duvernay-Tardif,
c'est un garde sur la ligne offensive des Chiefs de Kansas City dans la Ligue nationale de football. Laurent Duvernay-Tardif a remporté le Super Bowl avec ses Chiefs de Kansas City, mais en plus là, d'être joueur de football, Laurent Duvernay-Tardif, c'est un diplômé à l'université de McGill en médecine, donc c'est un médecin également. Vendredi soir, sur Twitter, Laurent Duvernay-Tardif a annoncé sa non-participation pour la saison 2020 de la NFL à cause des risques à la COVID, des risques de contracter la COVID-19. Donc, Laurent Duvernay-Tardif, ça devient le premier joueur de la NFL à se retirer, à utiliser la fameuse nouvelle clause qui a été négociée par l'Association des joueurs en vue du retour de la NFL. La nouvelle clause qui permet aux joueurs de se retirer à tout moment de la saison de la NFL. À 29 ans, plusieurs penseraient peut-être que l'expérience football de LDT serait terminée. Mais non, Laurent Duvernay-Tardif a confirmé qu'il ne prend pas sa retraite, qu'il souhaitait se concentrer sur la médecine et sur le combat contre la COVID-19 cette année et qu'il reviendra en 2020-2021 avec les Chiefs ou avec une autre équipe de la NFL si jamais à ce moment-là les Chiefs ne veulent plus de lui, ce qui est quand même très possible et Laurent Duvernay-Tardif en est conscient, mais pour cette saison 2020, il préfère prendre des risques en traitant des patients plutôt qu'en jouant au football, donc c'est tout à son honneur. Toutefois, malheureusement pour Duvernay-Tardif, il va prendre une méchante baisse en termes de salaire. Donc les Chiefs vont lui donner 150 000 $ plutôt que 2 750 000 $. C'est quand même une grosse baisse de salaire, mais Duvernay-Tardif est conscient de ça également. Il est appuyé dans sa décision par l'entraîneur Andrew Reid, par le corps Andy Reid, par le corps Patrick Mahomes et des milliers d'internautes également qui se sont empressés de le féliciter pour cette décision. Et je tiens à le faire aussi, Laurent Duvernay-Tardif, c'est une excellente décision au niveau humanitaire que tu viens de prendre, que justement mettre tes compétences en médecine pour aider la société en général à vaincre un virus qui partira pas tout seul, c'est tout à ton honneur. Et le football, ça passe en deuxième. Et lorsque tout sera terminé, j'espère qu'une équipe de la NFL va t'accueillir pour te permettre de vivre également ta passion de football. Donc voilà pour Laurent Duvernay-Tardif qui décide de ne pas participer à la saison 2020 de la NFL. Donc c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On va maintenant en musique pour la première fois de l'émission. Voici un ancien gagnant de la voix et le fils d'une icône de la musique québécoise, Ludovic Bourgeois, avec le morceau Que sera ma vie. Et au retour, Yann-Félix Lapointe est avec nous. Restez là. Cadran qui sonne, collé contre personne, encore trop de nuits sans toi. Les heures qui pèsent une tonne, est-ce que tu me pardonneras? Est-ce que tu me reprendras? À mon réveil, plus rien n'est pareil. Soleil, ôte-moi la nuit, ôte-moi la douleur, ouvre-moi les bras. Que sera ma vie sans âme et sans couleur si tu n'es plus là? Ta voix qui résonne, des échos de nous qui reviennent, des souvenirs qui traînent.
C'est le dernier des hommes, le plus con de l'espèce humaine, qui te dit je t'aime. Mon cœur a mal et tout m'est égal. Sans ton étoile, ôte-moi la nuit, ôte-moi la douleur, ouvre-moi les bras. Que sera ma vie sans âme et sans couleur, si tu n'es plus là? Que sera ma vie sans âme et sans couleur, si tu n'es plus là? Que sera ma vie? Ôte-moi la nuit. Que sera ma vie? Ôte-moi la nuit. Ôte-moi la douleur. Ouvre-moi les bras. Que sera ma vie sans âme et sans couleur, si tu n'es plus là? Que sera ma vie si tu n'es plus là? On est de retour à Boisvert Radio. Notre premier invité de la semaine, c'est Yann-Félix Lapointe. Yann-Félix est un désormais ex-joueur de la LHJMQ qui a passé la majorité de son séjour avec le Phoenix de Sherbrooke. Étant un joueur de 20 ans lors de la dernière saison, Yann-Félix ne peut plus revenir jouer junior. Donc, il s'est engagé l'an prochain à évoluer avec l'Université de Moncton. Salut Yann-Félix, ça va? Oui, salut, ça va bien, toi? Oui, super. Tout d'abord, là, allons à la base du hockey. D'où est venue ta passion pour justement pour ce magnifique sport? Moi, je joue depuis que je suis jeune. J'ai commencé à 4 ans à patiner là, puis à jouer là, dans le hockey mag. Mais depuis que j'étais jeune, j'étais comme un peu destiné à ça. Là. On voit mes parents, ils ont des photos que j'ai 1 an et demi ou 2 ans, puis je tiens un bâton de hockey dans mes mains, puis je joue avec une balle. Fait que, je pense qu'ils m'ont aussi un peu inculqué ça parce que mon père il a quand même joué longtemps aussi au hockey. Fait qu'ils m'ont comme inculqué le hockey, puis ça a juste resté, puis j'ai toujours adoré ça. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, là, même rendu à 21 ans. Excellent. Maintenant, on va parler là, du parcours qui t'a mené jusqu'à la LHJMQ. Là, ce sera pas long avant la question, là, ça va être long un petit peu. Parce que tu n'as pas fait le midget 3 à ta première année midget. Tu n'as pas été repêché junior majeur à ta première année d'admissibilité. Quand tu as été repêché, tu l'as été, mais en 11e ronde. Tu as joué quelques matchs au niveau collégial lors de ton année de 17 ans. Ta première saison complète dans la LHJMQ, tu l'as joué à 18 ans. D'abord, est-ce que j'oublie quelque chose? Et ensuite, comment tu fais pour affronter là, autant d'adversités sur ton chemin? Non, t'oublies rien, c'est c'est pas le chemin le plus simple, mais non, ça n'a pas tout le temps été facile. Là. Je me souviens après ma première année Bantam, j'étais allé au pré-camp des cantonniers à Magog, puis j'avais même pas été invité au camp de sélection. Fait que ça a quand même été dur, mais j'ai commencé à m'entraîner cet été-là. Ça a la première été de ma vie que je m'entraînais à 15 ans. Fait que c'est un peu peut-être en retard sur les autres, mais j'ai quand même travaillé fort. J'ai réussi à faire les MJ Espoirs comme défenseur. J'étais, je pense, un des premiers à confirmer. Fait que déjà, c'était quand même une belle réussite pour moi. Puis après ça, j'ai comme commencé à bâtir une certaine confiance par rapport à ça. Ça m'a aidé à cheminer ensuite. Là. J'étais arrivé à ma deuxième année où j'ai 3 plus en confiance, plus fort physiquement. Puis j'ai réussi à faire l'équipe comme 6e défenseur. Puis après ça, j'ai commencé à justement acheter 6e défenseur, fait que je jouais pas tant que ça, mais j'ai commencé à prendre du galon puis à gagner des minutes à chaque match. Puis ça a fini que j'ai réussi à être repêché là, par le Phoenix en 11e ronde. Puis encore une fois, j'étais vraiment content d'être repêché, mais les choix de 11e ronde qui réussissent à faire l'équipe, c'est quand même rare. Fait que, moi, quand j'étais arrivé à mon premier camp, là, je m'étais dit que j'allais là pour avoir du fun puis que c'est une expérience. Puis ça a quand même bien tourné parce que j'ai réussi à faire l'équipe là, à mon premier camp, même si après ça, comme tu l'as dit, là, j'étais allé jouer à Champlain. Mais j'avais quand même fait l'équipe au début de l'année. Puis après ça,
ça a été juste de continuer à travailler, même si c'est sûr que des fois c'est décevant puis c'est pas tout le temps rose, mais j'avais quand même un objectif en tête, puis je pense que c'est ça qui m'a qui m'a permis de réussir puis de revenir dans l'équipe l'année d'après. Good. J'ai accroché un peu là-dessus. Là. T'as fait le Midget Espoir ta première année Midget sans même être invité au camp Midget 3. Ouais, exactement. Après mon année Bantam, j'avais pas été invité non plus au camp du Bantam 3 à Sherbrooke. Fait que j'avais joué Bantam 2A à Granby, dans mon coin. Puis Ah, c'est ça, là après, j'étais allé au pré-camp des cantonniers, puis j'avais pas reçu d'invitation pour le camp principal. OK. Prochaine question. Plusieurs joueurs élites à 17 ans dont l'option est jouer une troisième année midget dans le midget 3 ou d'aller jouer collégial division 1, ben, savent pas quoi faire. Là. J'ai plusieurs amis de mon âge là, qui jouent au hockey de haut niveau là, qui savent pas s'ils veulent retourner midget 3 ou jouer collégial division 1 là, si, mettons, ça marche pas dans la LHMQ. Pourquoi toi, tu as choisi l'option collégiale? Moi, je pense que si vraiment ton but, c'est de jouer dans la LHMQ un jour, t'es mieux d'aller jouer de collégial parce que tu vas apprendre c'est quoi jouer contre des gars vraiment plus vieux parce que ta première année de collégial, si tu as 17 ans, tu peux quand même jouer contre des joueurs qui ont jusqu'à 20 ans, ce qui est aussi le cas au junior majeur. Tandis que si tu vas jouer, mettons, Jet 3, ben, tu vas jouer contre des gars plus jeunes. Fait que oui, tu vas peut-être être plus dominant, mais ça va quand même moins, je pense, te préparer à affronter des joueurs plus vieux, plus gros, plus forts. Si OK, ton but, c'est de jouer junior majeur. parfait. Toi, quel genre de joueur de hockey es-tu là? À quel joueur te compares-tu et aussi quelles sont tes qualités qui ont fait en sorte que le Phoenix te fait jouer quelques matchs en 2016-2017 et t'a gardé ensuite pour toute l'année en 2017-2018? Ça, c'est une bonne question. Si j'avais à me comparer à quelqu'un, la dernière fois que j'ai répondu à ça, c'était dans mes entrevues pour le repêchage junior, là, mais je dirais Marc-Édouard Vlasic des Sharks parce que c'est un joueur qui est pas flashy, sa passion. C'est pas un gars que tout le monde remarque, mais il est capable de jouer contre les gros trios des autres équipes. Puis il est quand même capable de jouer sur l'avantage numérique puis se faire un peu générer un peu d'offensive sans nécessairement être un gros défenseur offensif. Fait que je pense que c'est un peu aussi mon cas. Pendant ma carrière junior, j'étais surtout reconnu pour mon rôle sur des avantages numériques, mais j'étais quand même capable de jouer un peu en power play ou de générer un peu d'attaque. Fait que je pense que c'est pas la comparaison la plus exacte que je pourrais te donner. Sinon, si on mettons mes qualités comme joueur qui m'ont permis de jouer à 17 ans, ben, je pense que je suis quelqu'un qui est fiable défensivement. Comme je viens de le dire un peu, là, je prends pas des gros risques pour appuyer l'attaque. Défensivement, je pense que ma plus grosse qualité, c'est mon bâton, là, mon stick-to-stick. Je pense que ça fait en sorte que les attaquants adverses ont de la misère à créer des choses offensivement contre moi parce que justement mon bâton était dans leurs jambes. Puis je pense que c'est surtout ça que le Phoenix avait aimé parce qu'ils voulaient. Les autres étaient comme en début de reconstruction. Fait que, ils voulaient des jeunes joueurs capables de jouer défensivement. Je pense que c'est ça qu'ils avaient aimé. Après, je pense que ce qui a fait en sorte justement que je progressais, c'est que physiquement, j'étais peut-être pas encore assez fort, assez mature. Fait que, ils m'ont anglais assez diminué puis ils ont préféré m'envoyer collégial pour que je continue à me développer puis je continue à développer des capacités qui allaient me permettre de jouer des grosses minutes là, les années d'après. OK, c'est bon. Tu as été un choix, là, comme on l'a dit tantôt, de 11e ronde, le 185e au total en 2016. Énormément de joueurs sélectionnés avant toi n'ont jamais joué junior majeur. Lorsque tu repenses là, à ton année de repêchage, est-ce que tu te sens comme un peu un vol du repêchage en 11e ronde? J'aime pas ça être prétentieux là, parce que Ouais. je ne veux pas me vanter, mais oui, c'est sûr que je peux pas dire que c'est pas quelque chose que je suis fier là, d'avoir accompli parce que, comme tu l'as dit, là, des joueurs repêchés au Star qui réussissent à faire l'équipe et à jouer, mettons, plus qu'une saison, il n'y en a pas énormément. Mm. Mais je pense que la seule façon que j'ai réussi à faire ça, c'est en travaillant fort et en n'abandonnant pas parce que sinon, je ne vois pas quand j'aurais pu réussir parce que, comme tu sais, tu veux pas quand tu n'es pas repêché ou tu arrives au camp puis c'est sûr que la direction, il te regarde moins, mettons, que le gars repêché en première ronde. Fait Mm. que, faut comme que tu fasses, faut que tu paraisses 2 fois plus puis que tu sois tout le temps à ton top. Tu peux pas avoir de moment de relâchement. Puis je pense que d'avoir réussi à accomplir ça sur une base constante, c'est pas la chose que je suis plus fier. Là. Good.
Tu me disais avant l'entrevue qu'une des équipes là, que les équipes les plus près de chez toi dans le junior majeur, c'était Sherbrooke et Drummondville. Toi qui viens de Granby. Comment ça a été là, de jouer dans un aussi haut niveau près de chez toi? Parce que plusieurs joueurs qui sont repêchés, là, souvent au Québec, là, doivent aller à Gatineau, en Abitibi, dans les Maritimes. Toi, tu as joué junior majeur à 50 minutes de chez toi. Comment ça a été? Ça a-tu changé quelque chose pour toi? Ben moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé d'aller n'importe où j'aurais été repêché là, pour jouer junior, mais c'est sûr Ouais. que le fait d'avoir pu jouer proche de chez moi, c'est vraiment quelque chose que je suis content parce que justement, mes parents ils ont pu suivre ma carrière junior de proche. Et je pense qu'ils ont peut-être manqué 4 ou 5 games là, dans OK. toutes mes Ah ouais. saisons à Sherbrooke puis même à Blainville. Puis ça, je suis vraiment content parce que si j'avais besoin, tu sais, des fois, quand tu es, loin de chez vous et tu as besoin de parler ou juste aller au souper avec tes parents, tu peux pas. Mais là, moi, vu qu'il était proche, c'est quelque chose qui était faisable. J'ai des amis qui ont joué loin, puis justement, c'est ça qui leur manquait le plus, c'est de voir leurs parents, puis que leurs parents allaient les voir à leur game. Fait que, ouais, c'est sûr que je suis vraiment content, mais c'est pas ça, ça ne m'aurait pas empêché là, d'aller jouer loin si c'est ça qu'il avait fallu que je fasse. Good. Euh, Cette année, à Sherbrooke, tu as été conservé comme joueur de 20 ans. Vu qu'il y en a trois pour équipe, par équipe, c'est quand même quelque chose ouais, d'exceptionnel, on peut le dire de même. Et au fait, tu as été échangé à l'Armada de Blainville-Boisbriand, avec lesquels tu as joué les 30 derniers matchs de ta carrière junior. Quelle a été ta réaction là, quand tu as appris l'échange? Et qu'est-ce qui ben, j'ai lu un article là-dessus. Là, qu'est-ce qui t'excitait tant là, de ton défi à Blainville-Boisbriand qui s'en venait? Ben, c'est sûr que ma première réaction quand je l'ai su, c'était une grosse déception parce Ouais. que je partais justement là, d'une ville puis d'un groupe de gars que j'étais vraiment attaché parce que ça faisait 3 ans et demi que j'habitais là puis que je jouais quasiment avec les mêmes gars. Fait que c'était une grosse déception. Mais ouais, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai apprécié justement d'aller à Blainville puis ce qui m'a stimulé de ce défi-là, c'est que je partais vraiment d'une équipe mature où, tu sais, veux pas, dans une équipe comme ça, les vétérans, tu as moins un grand rôle à jouer parce que Mm. les autres joueurs savent ce qu'ils ont à faire et tu n'as pas besoin tu n'as pas tant de conseils à donner. Puis là, pour la première fois, mettons, de ma vie, je me retrouvais comme un vétéran dans une équipe plus jeune avec des gens à prendre sous mon aile. Puis je le voyais un peu comme un défi personnel puis un défi que j'avais accompli. Puis que je me disais que j'étais chanceux que Blainville il avait vu cette capacité-là en moi puis que c'était pour ça qu'il était allé me chercher. Fait que j'étais quand même vraiment content d'aller là. Puis, tu sais, aussi, c'est pas bien plus loin que Sherbrooke de chez nous. Fait que c'était Mm. encore mieux. Mais non, c'était un mélange de déception puis pas de joie parce que, tu sais, j'étais pas content de passer de Sherbrooke. Mais, tu sais, je voyais ça comme juste une nouvelle opportunité de développer des capacités personnelles. Good. Et là, la saison a avancé avec toi, avec l'Armada. Tu as eu quand même 18 points en 30 matchs dans ton séjour avec l'Armada. L'Armada était même monté là, au deuxième rang de l'association de l'Ouest, justement derrière Sherbrooke. Puis le 12 mars dernier, le reste de la saison et les séries là, de la LHMQ ont été suspendues à cause de la COVID. Comment as-tu réagi là, tout d'abord à l'annulation du reste de la saison, considérant que l'Armada était très bien placé dans la course aux séries et aussi que toi, en tant que joueur de 20 ans, tu n'as pas eu, mettons, l'adieu traditionnel des joueurs de la LHJMQ? Ouais, c'est sûr que ça frappe quand même. Là, tu t'attends pas à ça. On voyait que ça se parlait un peu à travers le monde. Tu sais, on voyait surtout en Europe qu'il y avait des cas puis qu'ils en parlaient. Puis on se disait un peu que ça allait jamais se rendre ici. Fait que c'était un peu une surprise. Là. Tu sais, on s'attendait tous pas à ça. Puis ouais, comme joueur de 20 ans, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile à apprendre parce que tu t'attends à jouer tes dernières séries puis tu te prépares mentalement à tout donner parce que c'est comme le dernier tour de piste, là, comme ils Mm. disent. Ouais, Puis finalement, tu te fais un peu couper ça. Fait que ouais, ça fait mal un peu sur le coup, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là, parce que c'est une question de santé mondiale. Mais ouais, moi, personnellement, je l'ai pris quand même dur. Là. Ça a été une couple de jours à filer moins fort, mais mm. il n'y a pas grand-chose à dire. Puis on espère juste que ça va reprendre justement là, pour les 20 ans qui jouent leur dernière année cette année. Là. Tu sais, j'ai une couple de chums qui jouent leur dernière année. J'espère pour eux autres qui vont avoir la chance de la jouer. Excellent. En revisitant là, ta carrière junior avec Sherbrooke et Blainville-Boisbriand,
De quoi es-tu le plus fier d'avoir réalisé? Quelle est ta plus grande fierté là, sur ta carrière junior? On a un peu parlé tantôt, mais je dirais vraiment le fait que quand je suis arrivé, mettons, au junior, j'étais un peu un no-name. Je veux dire, personne me connaissait parce que même midget, j'avais rien cassé. Là, je pense à mon année midget avec les cantonniers, je pense que j'avais eu comme 5 ou 6 points là, dans toute mon année. Fait que, tu sais, c'était 44 matchs. ouais, c'est rien rien d'extraordinaire. Là. Mm. Fait que, non, mais je suis content d'avoir réussi à faire ma place puis tranquillement avoir montré à tout le monde ce que je valais vraiment. Puis, tu sais, d'avoir réussi à jouer à 20 ans, comme tu l'as dit, il y a quand même juste 3 par équipe. Fait que d'avoir réussi à faire ma place puis d'avoir réussi à performer à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose que je suis très fier. Excellent. L'an prochain, je l'ai mentionné dans ton introduction, là, tu t'es engagé à l'Université de Moncton, justement là, dans l'équipe de hockey pour laquelle tu vas évoluer l'an prochain. Tout d'abord, pourquoi as-tu choisi de poursuivre ta carrière dans le U-Sports? Et deuxièmement, pourquoi à Moncton plutôt qu'ailleurs? J'ai choisi de poursuivre dans le U-Sports parce que ben moi, je pense que si, mettons, pour quelqu'un qui n'a pas sa chance d'aller, mettons, de jouer dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale dans les prochaines années, je pense que les études, c'est un très bon plan B à avoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver, une blessure ou quelque chose comme ça qui fait que tu ne peux plus jouer puis tu peux vite te retrouver les mains vides. Fait que je trouvais ça important d'aller faire, dans le fond, d'aller terminer mes études là-bas. C'est sûr que le hockey universitaire, c'est pas aussi fort, mettons, que la Ligue américaine, mais c'est quand même du très bon calibre. Il y a quand même des très bons joueurs là, qui sortent du junior et qui vont jouer là. Fait que c'est pas un calibre qui est faible. C'est un calibre souvent qui est méconnu. Un peu les gens ils en entendent pas tant parler, mais j'ai parlé justement là, avec plusieurs joueurs que je connais qui jouent dans le hockey universitaire, puis c'est un très, très bon calibre. Sinon, l'Université de Moncton, j'ai choisi parce que ben, c'est une place, c'est une très bonne école d'un. Puis aussi, j'ai eu la chance d'aller visiter Moncton une couple de fois pendant ma carrière junior. Puis c'est une très belle ville. Ça ressemble un peu à Sherbrooke. En même temps, de la grosseur et la population. Fait que c'est quelque chose qui m'intéressait. Les gens là-bas sont vraiment chaleureux au Nouveau-Brunswick. Là. J'ai visité une couple de places dans la ville. Puis les gens, ils te parlent, sont souriants. Puis c'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis aussi, je voulais faire des études en français. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là. Parce que, mettons, à Concordia puis à McGill, c'est en anglais. Fait que c'est quelque chose que je voyais un peu. Tu sais, je suis capable de me débrouiller en anglais, mais c'est quand même une barrière, les études universitaires en anglais. Fait que c'est un peu tout un mélange de tout ça qui a fait en sorte que j'ai choisi d'aller là-bas. Excellent. Puis est-ce que toi, personnellement, tu avais d'autres options que d'aller jouer dans le U-Sports? Et si oui, c'était quoi ces autres options-là? Ben, j'avais parlé un peu l'année passée, je pense, avec mon agent. On avait parlé un peu de l'Europe. Mais l'Europe, c'est un peu un CV qu'il faut que tu te construises avant d'y aller. Sinon, il faut que tu commences vraiment dans les divisions les plus basses. Fait que, puis là, justement, en faisant mon université, si après j'y vais, puis justement, il m'arrive une bad luck, une blessure, quelque chose comme ça que je peux plus jouer, ben, je vais avoir mon bac, puis je vais pouvoir pratiquer un métier, là, puis quand même gagner ma vie sans problème. Excellent. Et toi, personnellement, c'est quoi tes plans pour après l'université? Je sais qu'on se projette quand même dans longtemps, là, mais tes plans, par exemple, au niveau professionnel et aussi au niveau du hockey, là, justement, si tu t'envisages de continuer après l'université. Ouais, ben, c'est un peu comme je viens de le dire. Là, moi, l'Europe, c'est quelque chose qui me tente vraiment gros. Là. Ça a l'air un vraiment beau trip Ouais, à faire. Là. Les places là-bas, tu vois des choses qui sont vraiment spectaculaires que tu n'as pas la chance, mettons, de voir ici au Québec ou même en Amérique du Nord. Fait que c'est sûr que j'ai l'intention de l'essayer. Sinon, après le hockey, mettons, si on va dire je vais une couple d'années ou je reviens et ça ne marche pas. J'ai quand même l'intention de rester dans le monde du hockey. Là, je fais mon bac en éducation physique à Moncton, justement, là, pour peut-être être coach dans un programme sport-études ou OK. quelque chose comme ça au hockey. Ou sinon, je ne fermerais même pas la porte là, éventuellement dans une couple d'années, là, mais être dépisteur ou quelque chose comme ça là, au niveau du hockey parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment puis je me vois travailler là-dedans. OK. Très intéressant. Et en terminant, dernière question, là, toi, tu as passé un parcours là, vraiment difficile et donc tu possèdes un bagage d'expérience en hockey assez imposant. Quel conseil là, donnerais-tu à un jeune qui vient d'être repêché dans la LHMQ et qui désire faire sa place? Ben, moi, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas lâcher, peu importe qu'est-ce qui arrive.
Puis sinon, il y a mettons quelqu'un qui s'en va à son premier camp junior. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est que quand tu arrives au camp, que tu as été repêché en première ronde ou que tu as juste été invité, tout le monde est égal, ça se passe sur la glace. Puis c'est à toi de montrer justement ce que tu vaux. C'est sûr que tu vas en avoir plus à faire que celui qui a été repêché en première ronde parce que les yeux vont être plus tournés vers lui. Mais si tu joues comme tu es capable, ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux faire un flash dans une game intra-équipe que la direction va remarquer, puis après ça, ils vont plus te spotter. Puis ça prend pas grand-chose des fois juste pour allumer quelqu'un dans l'organisation qui fait ce crime, ce jeune-là, il est pas pire. Fait que je pense que c'est juste de tout donner, puis après ça, si tu travailles fort, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Là. C'est impossible que ça marche jamais. Good. Merci beaucoup, Yann-Félix, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment une belle expérience de participer au podcast. C'est bon. Je te souhaite un bel été et beaucoup de succès à Moncton. Merci beaucoup. On retourne maintenant en musique dans ce lundi québécois. Voici le groupe Vilain Pingouin avec Sous la pluie. De la vie des gens. Reste à savoir si on se juge aussi sévèrement. Je peux pas vous dire que je comprends comment elle se sent. Je peux juste m'offrir comme béquille pour un instant. Cette cicatrice qui sillonne son cœur, elle la fait frémir quand doucement je l'effleure. Et le temps qui passe et le temps qui casse souvent ce qu'on essayait de bâtir. Et le temps qui passe et le temps qui casse les illusions qui se laissent mourir. Et qui sommes-nous pour juger? Oh, sous la pluie, on voit jamais son chemin. Oh, sous la pluie, on a peur du destin. Oh, dans la vie, on comprend jamais rien. Sauf qu'on a froid quand on est sous la pluie. Qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? S'approche et s'appuie doucement. Je sens les reproches et je sens son tourment. Et le temps qui passe, le temps qui casse, mais il faut vivre avec ses souvenirs. Mais le temps qui passe, le temps qui casse, mais il faut arrêter de se punir. Et qui sommes-nous pour parler? Oh, sous la pluie, on voit jamais son chemin. Oh, sous la pluie, on a peur du destin. Oh, dans la vie, on comprend jamais rien. Sauf qu'on a froid quand on est sous la pluie. Sauf qu'on peut pas rester sous la pluie.
c'est maintenant l'heure pour moi de vous parler du planning des invités de la semaine à Boisvert Radio. Tout d'abord, je vous dis que pour l'émission de demain, l'invité sera annoncé dans le post de la publication Facebook là, qui promouvoit l'émission du soir. Pour mercredi, je vais recevoir Charles-Alexis Brisebois. Charles-Alexis Brisebois, c'est quelqu'un qui a lancé un site là, il y a quelques années qui s'appelle Passion MLB. Donc, il connaît très bien son baseball et il va venir là, nous parler de son site MLB. Également là, de l'actualité dans le baseball majeur. Et puis, vendredi, je vais recevoir Gabriel Leblanc. Gabriel Leblanc est un journaliste émergent là, qui traite en majorité là, de hockey. Il est également là, il fait partie du groupe de gestionnaires des réseaux sociaux des Remparts de Québec aussi. Donc on va venir, là, il a aussi déjà couvert là, plusieurs événements comme le championnat mondial junior il y a quelques années. Donc bref, ça va être très intéressant de recevoir Gabriel Leblanc ce vendredi. Donc c'est tout pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup à Yann-Félix Lapointe pour la belle entrevue de tantôt. Comme je vous disais, là, pour demain, l'invité va être annoncé dans le post de promotion de l'émission du soir sur la page Facebook demain matin. Demain dans le début de la journée. Je vous rappelle aussi là, que vous pouvez aller voter pour le décompte musical. Le décompte musical, le sondage se retrouve sur la page Facebook de Boisvert Radio. Le post du sondage est épinglé tout au haut de la page Facebook. Donc, vous pouvez là, aller voter dans les commentaires pour vos 3 chansons préférées sur les 10 qui ont joué à Boisvert Radio la semaine dernière. Et les 3 chansons les plus populaires seront dans le décompte musical de l'émission de mercredi. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.